Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver avec Juanito pour faire une foire aux questions, donc justement sur la musculation. Le but était de me faire assister par quelqu'un de compétent et de voir avec lui son avis, parce que tout avis est différent et c'est toujours bon de partager différents avis. Donc Juanito, je vais te demander succinctivement de te présenter, voir un petit peu à qui on a affaire, même si beaucoup de gens te connaissent, mais pas forcément tout le monde, donc je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien avant tout. Voilà, donc je m'appelle Juan, je suis dans le circuit du fitness et de la préparation physique, la nutrition santé depuis pas mal d'années, et avec les années je me suis expérimenté et comme vous savez, c'est à travers l'expérience qu'on met en pratique la théorie et on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et j'ai la chance d'avoir quand même 15 ans d'entraînement et d'expérience sportive à bon niveau. J'ai un bagage sportif intéressant et je peux voir donc ce qui est erroné ou ce qui est, on va dire, plutôt une théorie qu'on peut avoir dans la musculation, ainsi que dans la nutrition, puisque la nutrition c'est un peu comme la religion. C'est très délicat de parler dans la nutrition par rapport à un végan, végétarien, omnivore, etc. Parce que ce sont des idéaux. Et moi, je ne rentre pas dans ces idéaux, je rentre dans la science et après, je donne des conseils et les gens font ce qu'ils veulent. Ouais, t'es autodidacte, on va dire. J'ai fait des tonnes de formations, mais le plus de connaissances que j'ai, c'est moi-même qui suis allé chercher au plus loin au niveau du savoir. Bon, de toute façon, on sait très bien que personne n'a la science infuse. Forcément, ce qu'on dira ce soir là avec vous n'est pas forcément une science exacte infuse. C'est nos avis personnels, nos ressentis, nos expériences, et voilà. Donc, on va essayer de vous répondre au maximum. Allez, on attaque pour la première question, donc avec Audrey. Donc Audrey, elle nous demandait quel exercice cible les fessiers et peut-on les faire à la place des squats fentes si on a des problèmes aux genoux. Donc je vais commencer à répondre en premier si tu me le permets, et puis on va compléter tout ça. Donc pour moi, l'un des exercices qui ne fait pas engendrer les genoux, j'en vois un en premier, c'est le soulevé terre jambes tendues, qui est l'extenseur de hanche. Le fessier, c'est l'extenseur de hanche. Cela permet justement de pouvoir travailler que le fessier et ne pas avoir de flexion du genou. Pour moi, celui-là, c'est l'un des meilleurs. Après, je sais que là, il y a une flexion du genou, mais il n'y a pas en mouvement. Le hip thrust aussi, c'est pas mal. D'ailleurs, l'exo phare de Christophe pour ses gonzesses. Donc, moi, j'en vois deux. Est-ce que tu en vois d'autres, Juan? Oui, après, il y a une extension en fait de la jambe à l'arrière. Alors, soit on peut le travailler de la poulie, par exemple, ou bien une adduction donc latérale, par exemple, toujours à la poulie, puisqu'en fait, on va avoir un mouvement isotension, puisque la poulie permet en fait d'un point A à un point B la même, on va dire, résistance, et ça, c'est intéressant, tu vois. Ouais. C'est deux mouvements. Ok. Et ça ciblera pas les mêmes vastes musculaires. Exactement, tu as tout à fait raison, carrément. Ok. Alors, si notre but est de prendre un peu plus de volume et de se dessiner davantage, quelle sera notre méthode, programme pour y parvenir? Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc ça va être très très dur de répondre à cette question précisément. Déjà, on peut partir du postulat. Il faut savoir si la personne a un pourcentage de matière grasse élevé ou pas. Ouais. Puisque déjà, si elle est un peu dessinée, le travail déjà sera bien abouti, bien mis en avant, bien avancé. Si elle a un taux de matière grasse très élevé, déjà il y a un gros travail sur la diète en amont pour avoir déjà une qualité musculaire visible. Ouais. Donc ça c'est vraiment la première chose à voir. Tiens, je rebondis juste sur ce point, Juan, parce que tu parles de diète et c'est vrai. Il faut savoir les amis que beaucoup pensent que c'est le programme qui va vous faire perdre de la masse grasse ou vous dessiner ou quoi que ce soit. C'est totalement faux. La première chose que vous devez penser, c'est l'assiette. C'est qu'est-ce que vous devez manger. 70% de vos résultats, pour ma part, viendront de la nutrition et 30% du programme. Donc déjà, si Audrey, tu veux déjà avoir plus de volume avec une masse sèche un peu plus importante et se dessiner, comme tu dis, davantage,
regarde d'abord ce que tu manges avant d'aller chercher à trouver le programme magique. Parce que tout le monde pense que il y a des programmes magiques qui font perdre ou... Donc, un conseil rapide, supprimer tout ce qui est soda, supprimer tout ce qui est jus de fruits, plutôt manger des fruits, manger plus de légumes, manger des aliments à IG bas, à indice glycémique bas. Donc ça, et tous les petits sucreries pâtisseries, on oublie. Là, l'objectif vraiment, c'est d'être dessiné. Donc ça veut dire que au corps, on ne va pas lui amener des facteurs aggravants pour stocker du gras. Carrément, carrément. Troisième question d'Audrey, on a posé des questions. Faut-il commencer et ou finir par du cardio après avoir fait sa séance muscu? En quoi celui-ci est-il important? Alors, il y a deux écoles. Alors, je sais que toi, tu pratiques du cardio. On en avait discuté un petit peu juste avant. Alors, mon école à moi et mon avis, pour moi, le cardio, si on ne s'en sert pas pour une compétition, un marathon ou quelque chose, ou pour se préparer, il n'est pas indispensable. Pour ma part, il est toujours bon de travailler son système cardiovasculatoire. Je dis pas le contraire. Mais avant ou après, faut voir l'objectif. Si c'est l'objectif d'augmenter une VO2 max ou quoi que ce soit, oui, bien sûr, il est bénéfique. Maintenant, si c'est pour de la musculation, pour moi, voilà, moi, j'en fais jamais. J'aime pas ça déjà, et je trouve pas forcément ça nécessaire. Après, toi, Ronito, je sais pas ce que tu en penses. Ben alors, en fait, selon où on va le placer dans la séance, ça va avoir un effet différent. Soit on peut préparer un effort en augmentant son métabolisme. En échauffement, après, alors. Donc, on fait, mais à une intensité moyenne avant l'entraînement. Ok. Ce qui va se passer, c'est quand même, on va commencer à créer une fermentation. Donc, il faut faire attention quand même. Par exemple, si vous faites une séance jambes et que vous faites une course avant, vous avez une fermentation au sein des muscles. Cette fermentation lactique va vous pénaliser au niveau des qualités de contraction. Donc, vous n'allez pas pouvoir monter dans vos charges habituelles. Par contre, si vous faites un cardio après l'entraînement, ça s'appelle de la récupération active. Et là, vous allez en fait déclencher certaines en fait, réponses physiologiques au corps. Vous allez avoir une meilleure récupération. Et surtout, vous allez avoir en fait augmenté l'effet un peu afterburn de brûlage des graisses, d'oxydation des graisses, qui peut être très intéressant. Puisqu'il faut savoir que si vous êtes entraîné 1 heure ou 1 heure et demie, potentiellement vous pouvez être en lipolyse, donc utilisation des graisses comme énergie. Et dans cette optique-là, faire un cardio à haute intensité, je parle après, peut avoir des effets très bénéfiques là-dessus. Ouais, après c'est vrai que pour un système de récupération par rapport après une séance de jambes, ça peut être très bien pour un lendemain de jambes de commencer sa séance par un petit peu de vélo ou des choses comme ça peut être bénéfique. Oui. Ouais, ça peut faire du bien histoire d'enlever les toxines, les drainer, tout ça. Donc oui, là c'est sûr. Oui, carrément, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Alors, question de Lisa. Est-ce important l'ordre dans lequel faire nos exercices? Genre squat, fente, extension. Et pareil, extension, squat, fente ou pas? Alors, oui, c'est important, suivant l'objectif. Alors, je m'explique. En général, on met toujours des exercices polyarticulaires qui vont engendrer plusieurs articulations en début de programme. Pourquoi? Parce que c'est un entraînement et c'est surtout un exercice qui va être très énergivore. Donc, on va user notre énergie en premier. Donc, on va le mettre en premier. Et après, on mettra des exos d'isolation. Maintenant, si on veut faire des pré-fatigues, donc par exemple un leg extension avant un squat, ou un écarté couché avant un développé couché, oui, là, mais c'est pour un but de pré-fatigue. Donc oui, forcément, l'ordre d'exercice est important dans vos programmes quand vous le faites. Soit vous avez un objectif de pré-fatigue avant, et là vous mettez un exo d'iso avant votre exercice polyarticulaire, ou alors vous mettez votre exercice polyarticulaire lourd qui va être difficilement tenable après d'autres exos, donc mettez-le en premier dans vos séances. Donc oui, pour moi, l'ordre des exos est important. Je suis tout à fait d'accord avec toi, t'as tout dit. Impeccable. Stretching avant ou après? Pareil, deux écoles. Alors. Oui, voilà, parce qu'il y a plein de stretching différents aussi, oui. Il faut savoir. Alors, on va en dire deux, hein, les principaux. Pour moi, il y en a deux. Le statodynamique. Hein, donc, le statodynamique, on vient en mouvement et on vient étirer. Et après, on vient sur du stretching pur et dur, où là, on tient les temps pendant 30 secondes. Alors, ça, ils vont le faire soit en dehors des entraînements, quand même. Oui, exactement. Parce que c'est pas génial.
On peut ajouter à ça, c'est aussi des massages, des automassages qu'on peut ajouter à ce stretching. Parce qu'il faut savoir qu'on a tout le temps, tous, quoi qu'il en soit, on a des nœuds au sein des sarcomères. On a des agglomérats de sarcomères comme des embouteillages. Ça s'appelle les nœuds du tigre. Et ces éléments-là pénalisent énormément des trigger points, comme dit Christophe Cario. Et ça pénalise énormément les qualités de contraction. Et ça fait mal, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc oui, alors pour moi, en tant qu'échauffement, oui, statodynamique. Donc mobilisation articulaire, automassage, un échauffement statodynamique avec un étirement statodynamique. Donc oui, pour l'échauffement. Et après, comme dit Juan, hein, forcément, on va mettre des stretching en dehors des séances, notamment pour éviter de créer plus de dégâts qu'on en a créé pendant la séance, et éviter d'accentuer encore plus ces dégâts, et plus s'en servir comme récupération. Ensuite, Johan, donc, tu m'as demandé que penses-tu, enfin tu nous as demandé que penses-tu du PPL. Alors le PPL, push, pull, leg, ça veut dire ça, donc très à la mode en ce moment, au point même de voir régulièrement des gens dénigrer le split. Alors il faut savoir que le PPL est à la base un split. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un full body. On vient dégrouper, c'est ça le principe du split, on vient dégrouper nos zones musculaires. Donc là, push, exercice de pousser, pull, exercice de tirer, et leg pour les jambes. Donc c'est déjà un split, Johan. Écoute, ça peut être bien, il n'y a rien de nouveau, hein, je veux dire. Exactement. Pour moi, je trouve ça classique. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens, comme le Rebook avec le CrossFit, il faut tout le temps qu'il y ait une innovation, qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. C'est ça. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, je veux dire. Tout le monde pense donner sa petite pointe. Exactement. Sa petite touche. Touche. Ouais. C'est vrai que lorsque je fais mes pectoraux, les muscles qui sont travaillés en même temps, c'est les triceps par exemple, au développé couché. Lorsque je fais des tractions, c'est mes dorsaux et mes biceps. Donc en fait, je suis tout le temps en binôme au minimum. Bien sûr. Donc c'est juste en fait on nommait quelque chose qui est complètement logique. Carrément. Mais c'est ça. Hein. Et donc, c'est vrai que maintenant, il faut savoir, par rapport à la compétence, les qualités athlétiques de la personne, ses capacités ventilatoires, ses capacités cardiaques, combien d'exercices il va pouvoir enchaîner dans une séance. Exactement. Certains ne peuvent justement isoler que des pectoraux et sont incapables de faire des deltoïdes ou des triceps après. Et d'autres, au contraire, ils vont pouvoir enchaîner des exercices sans problème. Donc après, ça, c'est vraiment... Je dirais l'inconvénient justement de ce PPL, c'est que si on prend par exemple, la séance push, donc on fait un développé couché, tout ça, et après on va demander aux triceps de bosser, mais alors qu'ils ont déjà travaillé. Donc je pense pas qu'on aura le même potentiel, de force, d'ATP pour pousser lourd et avoir exactement le gros potentiel du triceps. Ouais, le glycogène il sera bas de 1. Déjà d'une. Il y aura une fatigue nerveuse. Donc au niveau physiologique, on sera bas. Donc hormis faire des exercices d'isolation, on ne pourra pas faire d'exercices de force. Ouais, déjà. Donc, parce que nerveusement, le muscle aura déjà été traumatisé. Puisqu'il faut savoir que c'est des petits muscles, les triceps. Oui. Alors que les pectoraux, c'est des gros muscles. Si on compare la capacité, le nombre de fibres des pectoraux aux triceps, il n'y a pas photo. Donc il faut faire quand même les choses intelligemment. On fait dans un premier temps les gros groupes musculaires, ceux qui prennent le plus d'énergie. Et suite à ça, on voit qu'est-ce qui reste dans le réservoir pour faire la suite. Mais c'est que les meilleurs athlètes, je dirais, qui ont une capacité vraiment à encaisser des gros volumes d'entraînement, qui pourront vraiment encaisser tout ça. Tout à fait d'accord. Je suis entièrement d'accord. Après, pour les personnes lambda, je pense que un bon vieux split classique avec un pec biceps, un dos triceps, ça marche très très bien. Pour progresser, je pense que le PPL est fait pour des gens qui sont déjà confirmés, ont déjà un bon bagage et déjà un bon passé sportif, on va dire. Il faut déjà bien se connaître. Voilà. Alors, question d'Alex. Donc, dans mes foires aux questions, en fait, j'ai toujours un trou de balle qui va me sortir une connerie. Donc là, c'est Alex, c'est un ancien élève à moi. Donc, on va quand même répondre. C'est Greg qui m'avait sorti des questions pour la bière sur la foire aux questions en nutrition. Et là, Alex, il me sort. Il me dit, comment fait-on pour se muscler le sexe avec poids libre ou machine?
Alors, déjà, est-ce que notre sexe est un muscle? Déjà. Alors, potentiellement, tu sais que tu peux te muscler par rapport à tes érections, par rapport à la durée de tes érections et la qualité de tes éjaculations. Tu penses à la branlette, pas tout de suite? Non, même pas. Non, non. Pas de charge additionnelle. Tu contractes. Que du poids de corps. Tu contractes, tu sais, le bas du ventre, etc. Ouais. Tu sais, tes contractions, comme Ouais. En fait, c'est simple. Tu le fais ça constamment, tu le fais tous les jours, etc. Et en fait, ni plus ni moins, tu vas augmenter ces petits muscles qui te permettent l'érection et qui te permettent donc l'éjaculation. Et je peux te dire que ça va te changer ta vie sexuelle. Hein. Putain, écoute, je vais essayer ça avec maman dès demain. Ça va être génial. Mais ça prend un peu de temps. Tu vois, tous les jours, tu t'entraînes, t'arrives, tu fais un programme. Je suis à fond là. Et tu fais des petites contractions. Ah, mais je déconne pas. Hein. Le petit releveur de testicules. Et... Ah non, mais. Non, mais. Pas besoin de poids, là, c'est la méthode de la fée. C'est ça, deux chaises, entre les deux testicules, parfait. Ok, bon ben j'espère qu'Alex, sa réponse te plaira, bien sûr faut le prendre sur le ton de l'humour et tout. Je pense que quand même, comme dit Juan, il y a une part de vérité aussi, hein, je pense qu'on peut le faire. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. Bien sûr, je pense qu'il y a des haltères à zizi, ça on l'a tous vu. Maintenant, est-ce que ça marche réellement? J'en sais rien. Allez, on revient un peu dans le sérieux. Mélissa qui nous demande, est-ce mieux de faire une prise de masse avant une sèche? Alors, oui. Pour ma part, oui. Et la question est logique. Alors, c'est ce que je dis toujours à mes élèves ou les gens qui me demandent en coaching au début. Seb, est-ce que je dois prendre de la masse ou sécher? Et beaucoup viennent et je leur dis, ben non, il faut prendre d'abord de la masse. Et ils me demandent pourquoi. Je lui dis parce que si je te fais sécher, tu vas ressembler à une chips. Pourquoi? En sèche, on va perdre du muscle. Si t'as pas assez de potentiel musculaire et de masse musculaire, tu vas ressembler à rien à part un bout d'os. Donc oui, pour moi, c'est essentiel d'avoir une masse musculaire nécessaire avant d'aller sécher parce que indéniablement, même si on limite les dégâts au maximum et qu'on fait ça au poil de cul près, on perdra automatiquement du muscle. Donc pour moi, il faut faire d'abord une prise de masse propre, hein, pas une prise de masse McDo, cheat meal et conneries, et avant de penser à une sèche. Je sais pas ce que toi tu en penses. Alors, plusieurs facteurs toujours. Est-ce que c'est un débutant? Est-ce qu'il a l'expérience? Quel est son taux de matière grasse? Tout à fait. Maintenant, si la personne est débutante, qu'elle a un pourcentage de matière grasse élevé, je vais d'abord la faire réduire son pourcentage de matière grasse. Forcément. La faire tomber aux alentours de 15. Tout à fait. 15, c'est une bonne moyenne pour un homme, par exemple. Et puis 20 pour une femme. À partir de là, à travers son métabolisme basal et ses besoins énergétiques, on va travailler la diète de telle sorte de lui apporter juste ce qu'il lui faut, ni trop, peu et ni trop, ouais, pour qu'elle ait en fait l'énergie suffisante pour vivre, pour avoir une activité dynamique, pour avoir un tonus musculaire, et puis pour pouvoir créer en fait de la matière. Alors pourquoi constamment... Juste une question, parce que je pense qu'on va revenir un petit peu sur ce point sans trop s'égarer non plus. Tu dis 15% pour un mec, 20% pour une femme. Pourquoi? Parce que il me semble, alors je sais pas si c'est à ça que tu pensais, mais Michael Gundy disait quand on est gras, on est fort à partir d'un certain pourcentage. Et je sais que Rudy Koya aussi en parlait du kilo magique. Alors ça c'est propre à chacun, tu vois. Ouais. C'est vraiment propre à chacun, donc on pourra pas donner de réponse. Certains naturellement ils auront un body fat de 6% et ils seront terribles. Et d'autres ils seront à 12% quand tu en sors. Ça c'est génétique. Et en plus surtout c'est en rapport à ta jeunesse. Si tu as pris beaucoup de poids lorsque tu étais jeune, tu as créé beaucoup d'adipocytes et ça c'est problématique. Alors les adipocytes c'est quelque chose qui circule constamment dans le sang, qui ne s'élimine pas. Et le nombre qu'on a créé ne diminue pas. Alors les adipocytes c'est des réserves de petits sacs graisseux qui ne demandent qu'à se remplir. Donc plus vous en créez, comme dit Juan, plus vous en créez, plus vous en avez et forcément plus vous aurez de potentiel à grossir. De prendre du poids. Exactement. Et pourquoi cette différence delta en fait de pourcentage de matière grasse? Parce qu'une femme en dessous de 14% de matière grasse a un grand potentiel de perdre ses menstruations. Perdre ses menstruations, c'est perdre son potentiel de recréer la vie. Donc c'est pour ça qu'en réalité, 12-14% c'est minimum pour une femme. 17, déjà, elle est vraiment très bien. Et 20, c'est pour, je te disais, c'est un minimum, vraiment. Parce qu'au-delà, la personne, ce qu'il y a, c'est qu'elle ne va pas avoir ses efforts. Elle va toujours voir une enveloppe graisseuse. Et psychologiquement, c'est très compliqué. Donc il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Pour un homme, 15%, c'est avoir une petite bedaine. On n'a pas encore les abdos apparents. Mais on pourra quand même voir les efforts fournis au sein des entraînements.
Et pour la diète, jamais de prise de masse excessive, ça ne sert à rien. Ouais. Puisque le corps, il faut comprendre, dès lors qu'il a un surplus de calories, il ne va pas l'utiliser pour faire du muscle. Puisque son objectif, lui, c'est stocker de l'énergie. Et il va stocker sous forme de triglycérides dans les adipocites, dans les graisses. Toujours en abondance. Le corps a horreur de manquer de quelque chose. Donc il va toujours mettre en réserve au maximum pour être dans une zone de sécurité. Le corps ne marche que comme ça, par sécurité. On ne peut pas l'avoir. Le corps sera toujours plus intelligent que nous. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Mélissa nous demande lors de notre progression, est-il obligé de prendre des protéines ou est-ce que la nourriture suffira toujours? Je pense qu'elle parle de la whey protéine, des compléments. Alors ma réponse est simple, pour ma part. Les compléments, il n'y a rien de magique, c'est que du pratique. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est pas parce que vous allez rester le cul posé sur un canapé et vous allez bouffer de la whey à tous les jours que forcément vous allez être un Golgoth. Donc non, pour moi les compléments c'est quelque chose de pratique, c'est pas quelque chose de magique, c'est une complémentarité déjà à une alimentation déjà équilibrée et saine. Donc pour répondre à ta question, on n'est pas obligé de prendre forcément des protéines en poudre, on peut avoir une alimentation saine et stable avec déjà quelque chose de entre guillemets tout à fait. Pas de complément. Ouais, déjà pour une femme, l'apport en protéines par rapport à un homme est plus bas, il faut comprendre. Ouais. Son pourcentage par rapport à son poids de masse musculaire est plus bas. Ouais. Son taux général de protéines dans le corps sera plus bas, quoi qu'il en soit. Donc déjà, pour ne pas atteindre son quota journalier de protéines, c'est compliqué pour une femme. Si elle mange bien, si elle a 3 repas structurés, voire 1 à 2 collations. Donc vraiment, le complément en protéines sera vraiment si elle saute un repas ou elle le prend sous forme de collation, mais c'est pas du tout une obligation. Voilà, c'est quelque chose comme je disais de pratique en collation. On n'a pas le temps, on est au supermarché ou quoi que ce soit, ou on est au gamin, machin, on n'a pas envie de sortir sa salade, son tupperware, tout ça. Bim, on prend un shaker, c'est plié, c'est pesé et on parle plus. Voilà, c'est le côté pratique du complément. Hormis, de toute façon, il faut savoir que les compléments sont basés beaucoup sur la récupération. Donc, on peut avoir une très bonne récupération avec une alimentation sans complément. Donc non, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, comment peut-on faire pour avoir les abdos visibles? Bah, déjà une masse grasse basse. Et exactement la diète. Comme je vous ai dit, ça sert à rien de faire 10 000 abdos, 20 000 abdos. C'est pas pour ça que vous en aurez plus. Il y a 2 choses pour avoir les abdos. Il faut avoir un volume musculaire abdominal. Donc avoir une hypertrophie de nos abdominaux. Et avoir un taux de masse grasse bas. Tout simplement. Pas besoin de... Il n'y a pas de méthode magique en fait. Pour un homme, aux alentours de 10%, à partir de 10%, on commence à avoir les abdos apparents. Exactement. À 8%, 7%, les veines apparentes même. Et pour une femme, à 15%, 14%, on a quand même des abdos très apparents quand même. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les femmes ont toujours une charge de graisseuse plus importante. D'accord. Quel exercice peut-on faire afin de réussir à faire des tractions? Alors déjà, les tractions, on va un petit peu regarder tous les muscles qui vont bosser pour. Donc il y a tous les muscles du dos, hein, forcément une belle grande dorsale en premier, notamment le grand rond. Il va avoir aussi tout ce qui est biceps, donc longue, courte portion. Voilà, déjà c'est des muscles comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire comme donc ta question c'était quel exercice peut-on faire afin de réussir? Déjà avoir des biceps forts, un grand dorsal fort. Donc si tu peux pas te faire commencer par les tractions, je te conseille de faire des tirages poulies hautes et de progresser au maximum. Aller chercher en plus à renforcer un petit peu le grand rond avec un pull vert, et après avoir aussi des biceps forts dans tout ce qui est mouvement de tirer et des mouvements de biceps tout simplement pour progresser aux tractions. Est-ce que tu as d'autres astuces toi Juan par rapport à ça? Alors voilà, donc si la personne en question est dans une salle, puisqu'on ne peut pas le faire trop chez soi, quoi. Ouais. Si elle est dans une salle, en effet, poulie haute en variant les angles, supination, pronation, neutre. Donc prise large, prise serrée. À partir de là, donc elle va essayer vraiment de travailler toute l'ampleur de ses muscles, puisqu'il faut comprendre que plus on limite l'axe d'un muscle au niveau de son étirement et sa contraction, plus on limite son potentiel. Oui. Donc travailler tous les angles, faire un travail en supplément en biceps en effet,
Et par la suite, si elle a la possibilité, donc, elle peut utiliser des bandes. Ces bandes, donc, on peut retrouver sur Internet. Hein. Elle va poser ses pieds dessus, donc sur ces bandes, et faire ses tractions. Comme ça, elle aura le mouvement. Tu parles des bandes élastiques, le mimétisme. Parce qu'en fait, voilà, parce que faire un travail à la poulie haute et faire des tractions n'a rien à voir. Par rapport à l'équilibre. Par rapport à l'équilibre, par rapport voilà, à la coordination musculaire, parce que faut comprendre une chose, c'est que c'est en créant les mimétismes qu'on perd moins d'énergie à se dire comment faire l'exercice et à faire l'exercice. Ça, c'est hyper important. Le fameux chemin nerveux. Créer notre chemin nerveux. Le circuit moteur, se créer une ligne sur tous les mouvements. Ok, donc là, pour celle-là, on est bon. Et enfin, on va finir avec donc Goran ou Goran, je sais pas exactement. Excuse-moi si j'ai écorché ton prénom ou ton pseudo, je pense que c'est plus un pseudo. Alors, soulevé terre pour le dos ou les jambes? Les deux, mon petit lapin. Voilà, bon, et simplement, c'est que c'est un mouvement de pousser et de tirer. Et tu vas commencer... Exactement. Alors, un soulevé terre, tout dépend si... Tu commences à amorcer le cul en l'air, donc en tendant tes jambes et puis après en venant tirer et te relever. Donc là forcément tu vas travailler plus le dos. Soit tu restes avec le cul en bas, avec le dos cambré. Et là forcément tu viens d'abord pousser avec tes jambes et redresser un petit peu avec l'extension fessée. Tu peux l'utiliser je pense dans tes deux routines, que ce soit pour les jambes ou pour le dos. Voilà. Après pour moi ça travaille les Par deux. exemple, on peut travailler les deux. En soulevé terre jambes tendues au sein des fessiers ischiaux, par exemple, s'il y a un retard. Ouais. Et plutôt sur un soulevé de terre jambes donc complet pour les dorsaux. Après, il faut savoir que une personne qui est bréviligne ou longiligne, le schéma du mouvement ne sera pas du tout le même. Exactement. Donc là, la longueur des membres. Voilà, il faut essayer le mouvement et se concentrer sur quels sont les muscles qui vont les recruter au plus. Carrément. Parce qu'une personne, mettons, qui va être bréviligne a une possibilité d'être très bas au niveau du départ. Ouais. Et après, il y a la souplesse articulaire aussi qui va y jouer, hein, au niveau des chevilles. Toujours au niveau des hanches et des chevilles, etc. Ça va y jouer Mais aussi, hein. il a un potentiel quand même d'être plus bas. Donc il aura un potentiel de pousser beaucoup avec les jambes. Ouais. Mais une personne qui est longiligne, ben, le problème, c'est qu'il a des bras très longs, des membres très longs au niveau des jambes. Donc sa position de départ sera déjà pénalisante. Ouais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Il travaillera plus le dos. Carrément. Dernière question. À quel âge minimum conseilles-tu de commencer la musculation, squat, soulevé terre, et est-ce que ces exercices sont trop dangereux? Alors, là, mon petit lapin, tu m'as posé une colle. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quel âge minimum. Pour moi, il n'y en a pas. À partir du moment où tu n'as pas de charge additionnelle conséquente par rapport à ton âge, tu peux commencer la musculation. Donc la musculation peut être au poids de corps, hein, c'est la même chose. Musculation, on n'est pas obligé d'avoir une charge additionnelle. Faire du street, tout ça. Moi, je sais que j'ai mon fils, il en fait un petit peu avec moi et il a 11 ans. Voilà, on n'a pas des charges. Voilà, le but, je pense, si tu commences la musculation, c'est d'apprendre déjà les bons mouvements avant de commencer à mettre une charge et forcément adapter à ta morphologie. Maintenant, l'âge minimum, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Je pense que c'est propre à chacun en fait. Alors, voilà, je rebondis là-dessus. Il faut savoir que lorsqu'on est en pleine croissance, on a au niveau des cartilages toute cette croissance. Et il ne faut pas que, en fait, il y ait un traumatisme trop important en rapport justement à cette croissance. Ouais. Je m'explique. Déjà, il faut être extrêmement entouré. Il faut avoir soit un père ou une mère qui est un peu dans le milieu, ou bien un quelqu'un qui s'y connaisse à côté. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas faire. Soit, sinon, on peut faire tout simplement pas de corps sans problème. Mais dès qu'on va travailler avec de la résistance, pour ne pas s'abîmer un tendon, se péter. Parce que si on se pète un tendon, c'est à vie. Si on se pète un muscle, après c'est la merde. Voilà, donc, tout le temps, on va être handicapé. Les travails à résistance, il faut savoir que si vous voyez par exemple, même si ça vous motive, vous avez 12-13 ans, ça vous motive de voir des Lazare et autres, machin truc, vous voyez qui poussent énorme. Mais il ne faut pas les imiter. Vous êtes des ceintures blanches, donc vous êtes dans un apprentissage des mouvements. Donc vous pouvez vous entraîner à faire les mouvements, passer.
c'est que ces mouvements que vous allez imiter et créer, ce mimétisme que vous avez créé, va vous aider par la suite lorsque vous êtes plus grand, 18, 19 ans, parce que vous aurez déjà créé en fait des circuits moteurs efficaces. Donc ça, c'est intéressant. Mais ne chargez pas au départ. Voilà. Ne mettez pas des poids lourds, puisqu'au niveau articulaire, vous n'êtes pas prêt. Puisque l'objectif de votre corps, lorsque vous êtes en adolescence, c'est de grandir. Je ne dis pas que la musculation va ralentir votre croissance, puisqu'au contraire, c'est très intéressant de faire la musculation. Mais d'aller au-delà d'un certain seuil, c'est nocif. Ouais, par rapport à des charges lourdes. Donc, je rebondis sur ce que tu dis. Goran nous demande squat et soulevé de terre. Ouais, mais déjà squat et soulevé de terre. Squat, il faut déjà commencer avec un manche à balai. Il y a les 100 charges. Et soulevé de terre, c'est pareil. C'est des mouvements qui sont techniques. Hein. Squat, soulevé de terre, développé couché, c'est pas des mouvements de power pour rien. C'est des mouvements qui sont très techniques. Exactement. Donc oui, il est intéressant d'avoir une bonne technique et d'apprendre justement ce schéma moteur jeune, forcément. Maintenant, c'est sûr que voilà, ça va être difficile de mettre des charges. Après, on a levier de force. Hein. Il faut savoir que à l'adolescence, on prend facilement. Hein. On prend jusqu'à 10 kg et 10 cm par an, en général entre 12 et 15 ans. Donc, on a un potentiel de force monstrueux pendant cette période-là. Donc, on peut se servir justement de ce potentiel-là et justement d'avoir un travail en amont pour préparer notre corps après. Dès qu'on a 16, 17, 18, où là, forcément, l'apparence vient aussi en prendre en compte. Hein. Beaucoup commencent la musculation pour changer leur corps. Bien sûr. Donc oui. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment d'âge légal. Voilà, pour ma part. C'est juste être bien encadré et faire les choses avec patience et intelligemment. Exactement, je te rejoins entièrement dessus. Écoute, mon petit Juanito, on a fini notre foire aux questions. Je voulais te remercier d'avoir participé avec moi. Donc continuez à suivre encore et encore Juanito et toutes ces vidéos hyper intéressantes. Donc tu peux rappeler alors tu as une page Facebook, tu as un profil Facebook aussi, tu as un site il me semble aussi. J'ai aussi un site. Alors, la page Facebook, c'est Juanito Coaching, donc nutrition, santé et musculation. Il y a la chaîne YouTube qui est Juanito Power Training. Il y a le site qui est Juanito Power Training que je suis en train de refaire. Et après, j'ai mon Facebook perso aussi. Parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Merci à tous de me suivre et de suivre Juanito. On se retrouvera pour d'autres foires aux questions avec d'autres invités. On retravaillera ensemble avec Juanito avec grand plaisir. Merci encore mon poulet et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao les amis, bye bye. Salut les amis, au revoir, merci.